Alors bonjour et bienvenue à votre cours 101 sur l'effet des drogues et l'alcool sur le système nerveux central. Alors tout d'abord, je vous présente nos participants de la semaine. Commençons par Jeanne, la championne de la semaine précédente qui revient en force pour terroriser ses adversaires cette semaine. Ensuite, voici Nacha qui nous vient directement de la Beauce pour présenter son point de pays. Et la dernière et non la moindre, très bien reconnue, Alexandra, l'aspirante numéro 1 pour le titre. Maintenant passons aux choses sérieuses, sans plus tarder. Êtes-vous prêts, mesdames? Oui! Bon, alors pour commencer, nous allons nous introduire à certains principes très importants dans la vie de drogue et l'alcool. Commençons tout simplement par qu'est-ce qu'une substance psychoactive. Les substances psychoactives sont des substances qui ont des effets sur le système nerveux central et qui modifient ainsi les sensations, le niveau de plaisir, l'activité mentale, etc. Ce qui entraîne une modification du comportement chez l'individu qui en fait usage. Leur consommation peut aussi exposer la personne à des risques et des dangers pour la santé et peut entraîner des conséquences dans la vie quotidienne s'il y a présence d'abus et de dépendance. De plus, elles ont des effets variables sur le corps selon leur mécanisme d'action et leur nocivité, et ce, à court et à long terme. Bon, alors la première question, mesdames, quelle est la drogue la plus populaire au Québec? La drogue la plus populaire au Québec est le cannabis. En effet, à l'année 2000, le cannabis représentait 66% des substances contrôlées identifiées au Québec et 48% en 2013. De plus, le Québec représente environ un tiers de tous les échantillons de drogue soumis pour le Canada. Alors, quels sont les effets du cannabis, mesdames? Le cannabis, ça provoque de l'agitation, une perte d'appétit, puis ça augmente aussi l'anxiété. C'est faux, madame. Ok. Alors, poursuivons avec une légère capsule qui va nous permettre d'en apprendre davantage sur les effets du cannabis. Le cannabis agit sur les récepteurs CB1 qui sont présents un peu partout dans le cerveau. Les régions du cerveau sur lesquelles ces récepteurs agissent sont impliquées dans la mémoire, la concentration, la perception et les mouvements. Normalement, une molécule endogène nommée anandamide s'y lie naturellement. Cette molécule participe dans la régulation de l'humeur, de la mémoire, de l'appétit, de la douleur, de la cognition et des émotions. Lors de la consommation de cannabis, sa substance active, le THC, se fixe à un récepteur cannabinoïde de l'anandamide, ce qui modifie l'activité de plusieurs enzymes intracellulaires. En effet, il survient une baisse d'activité de l'enzyme AMP cyclase, ce qui fait que la quantité de neurotransmetteurs relâchés est diminuée. Toutefois, les neurones dopaminergiques, circuits de récompense, ne possèdent pas de récepteur CB1. Ces neurones sont normalement inhibés par les neurones GABAergiques, qui eux possèdent des récepteurs CB1. Le cannabis vient donc inhiber les neurones GABAergiques, ce qui provoque une activation des neurones dopaminergiques et donc une augmentation de libération de dopamine. La consommation de cannabis entraîne donc les effets suivants à court terme. Augmentation de la perception des sons et des couleurs, sensation d'irréalité, perception altérissante, diminution de l'anxiété, somnolence, sensation d'euphorie. À plus long terme, la consommation de cannabis entraîne une perte de récepteurs CB1 au niveau des artérioles cérébrales, ce qui provoque la réduction du flux sanguin et donc l'apport en glucose et en oxygène au cerveau. Les consommateurs chroniques peuvent donc avoir des troubles de l'attention, de mémoire et d'apprentissage. Alors, si vous voulez bien, mesdames, passons à notre deuxième sujet, et j'ai nommé l'héroïne. Alors, qu'est-ce que l'héroïne? Donc, l'héroïne est une drogue psychodysleptique onirogène. Donc, en fait, c'est une drogue qui est susceptible de provoquer des états de rêve éveillés. L'héroïne n'a qu'un seul effet sur le système nerveux central, il est relatif aux récepteurs des opiacés. Est-ce vrai ou faux? Moi, je dis que c'est faux. Faux? Oui. Parce que je pense que l'héroïne a plusieurs effets sur le système nerveux central. Est-ce que vous seriez en mesure de nous expliquer ça, madame? Oui, dans le fond, dans les effets, il y a la modulation des réponses nociceptives comme sensations et douleurs, et aussi la modulation des stimulations nuisibles, ça se fait au niveau spinal et supraspinal. C'est exact. Ensuite, l'héroïne participe aux mécanismes de récompense, de renforcement et de régulation des émotions au niveau du système limbique. Ensuite, elle participe aussi à des fonctions adaptatives telles que la prise d'eau et de nourriture et la thermorégulation au niveau de l'hypothalamus. Puis finalement, lorsque les récepteurs des opiacés sont stimulés par les molécules d'héroïne, ils bloquent tous les messages désagréables du milieu externe et c'est ce qui amène le feu. Le mécanisme de bien-être de l'héroïne, est-ce que c'est le même que celui de l'acte sexuel? C'est vrai. Je suis certaine que c'est vrai. On est toute certaine. Oui. Et vous, mesdames? Je sais pas.
Alors, je dois vous avouer que c'est faux. En fait, il y a effectivement une sensation de bien-être lors de la consommation de l'héroïne. Cette drogue donne un effet de bien-être paroxystique. Et donc, paroxystique, ça veut dire que c'est un état de bien-être qui est décuplé, si on veut, par rapport à l'orgasme. C'est énorme. Ensuite, on peut cependant pas dire que le mécanisme est le même que celui lors de la consommation d'héroïne et de l'acte sexuel. Les messages arrivent en effet au système nerveux central et les neurones du système limbique libèrent de l'endorphine. L'endorphine se lie au récepteur des opiacés et cela amène à l'euphorie. Durant l'injection d'héroïne, les molécules d'héroïne se lient directement au récepteur des opiacés et cela amène la pseudo-euphorie, qui est à distinguer de l'euphorie bien sûr. Donc, lors de l'acte sexuel, la libération d'endorphine stimule les récepteurs et amène à l'euphorie, tandis que lors d'une injection d'héroïne, les molécules stimulent directement les récepteurs et amènent une pseudo-euphorie. Ce qui est à noter, c'est que le récepteur est aveugle, donc il ne reconnaît pas en fait la molécule qui la stimule. Alors passons à la prochaine drogue, et j'ai nommé la fameuse cocaïne. Quel est le mécanisme d'action de la cocaïne? Mais d'un point de vue général, la cocaïne provoque une stimulation de tout le système nerveux central via les systèmes dopaminergiques. Donc la cocaïne crée ce qu'on appelle la pseudo-euphorie comme l'héroïne. Excellent, tout le monde en soit. Prochaine question, mesdames. Quels sont les neurotransmetteurs affectés par la cocaïne et quels sont les effets sur ceux-ci? Vous savez pas? Non. Je vais répondre à votre place dans ce cas-ci. Alors en fait, la cocaïne agit sur les récepteurs postsynaptiques de la sérotonine, la noradrénaline ainsi que la dopamine. L'effet sur la dopamine semble à ce jour le plus vraisemblable. Toutefois, l'effet sur chacun des récepteurs des neurotransmetteurs est semblable. La cocaïne inhibe leur capacité de recapture dans la synapse et ainsi, cela crée une surconcentration des neurotransmetteurs dans la synapse et conséquemment, une intense sensation de plaisir. Alors, quelles sont les structures cérébrales les plus impliquées lors de la consommation de drogues de type? Alors, il y a l'aire tegmentale ventrale, le noyau accumbens, l'amygdale, l'hippocampe et le cortex médial préfrontal. Parfait, merci. Alors, prochaine question. Pourquoi la cocaïne peut-elle créer rapidement une forte dépendance? Vous n'êtes pas des grandes consommatrices de cocaïne, mesdames? Je vais devoir y répondre pour vous encore une fois. Alors, cela s'explique par le fait que la cocaïne agit sur le circuit neuronal de la récompense. En résumé, le cerveau humain associe souvent les activités hédoniques comme étant les activités essentielles. Par exemple, le simple fait de se nourrir ou l'activité sexuelle sont tous deux des activités purement nécessaires à la survie de notre espèce. Ce sont des processus qui activent les circuits neuronaux de la récompense et donc, après de multiples usages de drogue, on retrouve le même effet sur le système nerveux central et le cerveau. Le cerveau va en fait penser que c'est la drogue qui est essentielle à la survie de l'espèce et donc son usage va être recommandé si on veut par le cerveau, peut créer une dépendance et donc à long terme va entraîner des conséquences très graves telles que une destruction de certaines structures cérébrales ainsi qu'une diminution de la transmission des neurotransmetteurs dans le système nerveux central. Alors, si vous voulez bien, passons à notre prochaine substance d'abus, et j'ai nommé l'alcool. Tout d'abord, quel est l'effet de l'éthanol sur les réseaux GABA? En fait, le GABA il a pour effet de diminuer l'activité neuronale en permettant aux ions chlore de pénétrer à l'intérieur du neurone postsynaptique. Puis le chlore va être porteur d'une charge électrique négative, ce qui va contribuer à rendre le neurone moins excitable et donc va ralentir le cerveau. Puis quand on va consommer de l'éthanol, on va remarquer qu'il va y avoir un état exagéré de ce ralentissement-là parce que l'éthanol va aller se fixer sur les récepteurs, puis les canaux vont rester ouverts plus longtemps, puis le chlore va pénétrer en plus grande quantité, donc justement ça va créer un effet plus grand de ralentissement. Excellent. Alors, prochaine question. Vrai ou faux? Une consommation chronique d'alcool amène progressivement une hypersensibilité des récepteurs NMDA au glutamate ainsi qu'une désensibilisation des récepteurs GABA. Qu'en pensez-vous? C'est vrai, l'organisme désensibilise les récepteurs au GABA et cela va donc diminuer le nombre de récepteurs au GABA afin d'éviter que le cerveau ne soit trop au ralenti. C'est ce type d'adaptation qui ancre l'alcoolisme dans les neurones et le cerveau est donc contraint d'inventer un nouvel état d'équilibre. Quand l'alcoolique arrête de boire, l'équilibre précaire s'effondre et c'est ce qui crée l'état de sevrage qui se remarque par une nervosité accrue, des tremblements, des extrémités du corps, de la confusion, de la sueur excessive, etc. Excellent, très bonne réponse.
La prochaine question, encore une fois un vrai ou faux. Le volume du cerveau peut diminuer chez les gros buveurs d'alcool. Oui. La réponse est vraie. En fait, l'alcool va être une substance anesthésiante qui agit comme narcotique sur les cellules du cerveau, ce qui a pour effet un ralentissement de la communication entre les neurones. Depuis, les cellules du cerveau vont aussi fonctionner différemment. Donc, au final, certaines cellules du cerveau vont aussi disparaître. Et c'est ce qu'on appelle la perte de tissu cellulaire. Donc, elle s'observe clairement à partir d'une consommation quotidienne de 6 verres d'alcool, puis est due à la toxicité de l'alcool aussi, qui vient détruire les cellules cellulaires. De ce fait, le volume du cerveau va rétrécir quand on va consommer de l'alcool avec excès pendant des années. Donc, le volume du cerveau peut ainsi diminuer de 10 à 15% chez les gros buveurs après 10 à 15 ans. Et de plus, il y a aussi des techniques d'IRM qui nous permettent de voir que même dans les cas d'une consommation qui est modérée, on peut aussi avoir des altérations du fonctionnement et de la structure du cerveau. Excellent, merci. Alors, merci d'avoir été là cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour la continuité des hostilités entre nos 3 participantes. Et merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!